Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film sorti il y a quelques mois, 2025, mais que j'ai rattrapé sur le tard, notamment sur les conseils de l'ami Hugo, voilà mon collègue de la 7ème illusion, à savoir Météore, qui est une nouvelle réalisation de Hubert Charuel. J'avais apprécié son petit paysan, peut-être pas autant que beaucoup d'autres gens, mais ici associé avec Claude Lepape, donc un film à quatre mains peut-être, qui réunit au casting des jeunes acteurs que vous connaissez ou non. Alors le plus évident là-dedans c'est Paul Kircher, bien sûr, incontournable depuis Le règne animal, Salif Cissé qu'on voit pas mal, l'année dernière aussi je crois c'était dans Le Répondeur, mais la véritable révélation, d'ailleurs il était nommé au César dans cette catégorie, ici c'est Idir Azougli, vraiment le rôle principal à mes yeux, même si on le voit pas forcément autant que les autres d'une certaine manière, enfin surtout que celui de Paul Kircher, on y reviendra peut-être dans une mini-zone spoiler. Et Idir Azougli, moi je l'ai découvert a posteriori, là récemment cette année, dans un très bon film français qui s'appelle Ma frère. Et on va suivre surtout donc les deux là, Kircher et Azougli, alias Michael et Daniel, ou Mika et Dan, comme vous voulez. Alors Mika c'est Kircher, il a l'air un petit peu moins perdu que Dan, qui subit quand même beaucoup de choses, et notamment une addiction à l'alcool. Les deux sont en galère, littéralement, mais ce sont aussi vraiment deux potes inséparables qui font un peu des petites bêtises à droite à gauche, quand un rêve cependant, partir à l'île de la Réunion pour construire un refuge pour animaux. Ils ont donc besoin d'argent et vont faire des bêtises, notamment voler un chat. Et t'as le personnage de Dan malheureusement au chômage. Mika, lui, bosse à mi-temps au Burger King, c'est pas vraiment top non plus. Et le troisième ami avec qui ils avaient quand même passé pas mal de temps au préalable, lui a réussi dans la vie. Il s'est pas gentrifié, mais pas loin. Il est devenu un peu le roi du BTP local. Il s'occupe d'une sorte d'entreprise qui construit des containers pour stocker des déchets radioactifs, enfin quelque chose comme ça. Alors c'est intéressant cette idée de déchets au sens large, parce que malheureusement pour la société, malgré eux, et par regard, on va dire, méprisant aussi, mais par rapport à leur situation d'errance, Mika et Dan sont considérés un peu comme ces déchets-là, et à un moment vont être pris dans la diagonale du vide, certes, mais surtout dans la spirale de la justice, puisqu'après avoir volé le chat, accident, tout ça, ils se retrouvent face à une juge, et grosso modo, ils risquent beaucoup, mais ils vont être mis à l'épreuve pendant 6 mois. 6 mois, ils doivent trouver du boulot, et surtout arrêter leur addiction. Le souci, c'est que, bon, pour Mika, ça a l'air pas trop compliqué. Pour Dan, cette addiction, elle va très très loin. En plus, il en est malade. Du coup, sur ce principe-là, on sent que les trajectoires sont appelées à se séparer. Mika reprochant à Dan de ne pas faire les efforts, mais Dan disant à Mika, tu sais pas à quel point j'en souffre, c'est contre ma volonté. Et ça rappelle que l'alcoolisme est donc une maladie, et que malheureusement, des gens bien intentionnés qui auraient la volonté d'arrêter, n'y arrivent pas, parce que c'est compliqué. Donc il y a cette idée-là, et ça va au-delà de leurs rêves, au-delà aussi de cette quête totalement mystique ou impossible du Moby Dick local, une sorte de carpe qui aurait disparu, peut-être jusqu'en Écosse. Évidemment, on va faire quelques parallèles là pour un film qui a une forme de poésie, qui a une forme de spiritualité très réaliste, c'est-à-dire que on n'est pas vraiment dans la réalité pure à 100%, c'est pas non plus du cinéma vérité, mais il y a des moments où ça en est dans l'interaction amicale, c'est-à-dire qu'on va vraiment y croire à cette amitié. Je ne sais pas à quel point Kircher et Azougli ont bossé sur ce plan-là, mais les scènes où ils sont ensemble, à déconner ou à peut-être commencer à se prendre la tête, sont d'une justesse exceptionnelle. Voilà, il y a des moments remarquables. C'est peut-être l'un des meilleurs rôles de Paul Kircher, d'ailleurs, qui peut-être gagne une autre maturité au-delà de certains films dans lesquels on l'a vu. Ça y est, il est sorti peut-être de ses rôles d'ado, là, même si c'est quand même un jeune adulte qui est encore un peu ado. Et Azougli, qui est la véritable révélation, là on le voit, on le sent qu'il en souffre, son personnage, mais il en fait pas des tonnes. Kircher parfois peut être énervant avec son petit rire, là, je sais pas pourquoi il a pris ce tic-là, c'est l'idée de caractériser le personnage, mais dans l'alchimie et la déconstruction de cette alchimie qui est vraiment triste, c'est vraiment très triste de les voir, ces amis-là, ne plus pouvoir vraiment coexister, eh bien ça fonctionne. Mais ça marque aussi l'idée que malheureusement, une amitié aussi belle, arrivée à un certain point, avec l'évolution ou non de certains de ces personnages entre eux et tout, peut devenir toxique. C'est-à-dire que ce sont des amis d'enfance, probablement, d'adolescence, de jeunes adultes, mais là, à un moment arrivé de leur vie, l'un tire l'autre vers le bas, ou l'un ne comprend pas l'autre, et du coup, ça ne peut pas continuer. Malgré le fait qu'ils s'adorent de façon absolue, qu'ils ont leur délire et tout, mais malheureusement, ces délires-là les ont aussi conduits vers des excès.
terrible, parce que rejeté par la société, parce que considéré donc, entre guillemets, par celle-ci comme ces déchets qui vont ensuite stocker ou aider à stocker. Alors il y a cette idée-là de nucléaire, évidemment, dans un petit endroit où ça risque pas trop, jusqu'à un moment, l'un des deux qui va partir vraiment dans les sous-sols, dans les bas-fonds de quelque chose de beaucoup plus dangereux. Et c'est vraiment l'allégorie ultime, là. C'est peut-être pas très subtil, peut-être, mais ça fonctionne très bien dans la construction narrative, et ça va jusqu'au bout. Et ce sont deux météores ici, donc qui peuvent passer vite, qui peuvent briller ensemble, mais à un moment, quand ça s'écrase, ça fait mal. Et donc le personnage de Salif Cissé, on le sent, veut les aider, mais il peut pas les aider contre eux non plus, et à un moment, ça a ses limites, parce que à vouloir faire ça, il les embauche plus ou moins au black, il y a quand même un accident à un moment, c'est compliqué, parce que oui, forcément, avec sa condition médicale d'alcoolisme, Zougli, dès qu'il est en sevrage ou qu'il boit pas, il a des crises, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il y a eu l'accident aussi. Donc fatalement, ici, on est quand même, quoi qu'il arrive, sur une trajectoire très pessimiste, même si le film va peut-être ailleurs. Alors je reste vague pour l'instant. Petit mot sur la mise en scène en tant que telle. Il y a des moments assez, donc comme je le disais, de vérité, d'amitié et tout, mais qui jouent aussi sur les plans, c'est-à-dire que hop, on va faire des gros plans, on va les voir ensemble, on va les voir en contre-champ, champ contre champ. Il y a un vrai travail physique de la caméra et donc des espaces sur leur lien, et le détachement de ce lien, c'est assez bien joué là-dessus. Je trouve que ça se sent, ça se voit, ça joue avec les décors, avec ce Burger King, un peu de la hauteur et tout. Ça joue d'ailleurs avec beaucoup de verticalité. À un moment, oui, on est vers le haut, mais on peut avoir le vertige, on peut avoir peur de mourir. Mais quand on descend dans les sous-sols, peut-être du danger ultime, finalement, est-ce qu'on a peur d'en finir, ou est-ce que quelque part on le souhaite aussi? Il y a cette idée-là, c'est assez vertigineux, mais vers le bas, à un moment, plus que vers le haut. C'est paradoxal. Et spoiler donc, arrive le moment de la disparition, où Daniel, s'évade, on ne sait pas. Et à un moment, d'ailleurs, on se pose des questions. Après la grosse dispute, où Mika décide de lâcher prise pour lui-même, il est obligé de penser à lui. Et là, c'est terrible, parce que c'est une réflexion qu'on peut avoir, malgré tout, que ce soit en amitié ou en amour, vient le moment de la survie, quand tu sens que la personne en face de toi, malheureusement, te tire vers le bas, même si c'est pas de sa faute et que c'est plus compliqué que cela, toi, tu dois prendre des décisions, et c'est hyper cruel, hein. Parce que, évidemment, tu peux te sentir coupable après, s'il se passe des choses et tout, mais c'est comme ça. C'est exactement la réaction humaine qu'on a, et on peut pas se sacrifier pour une autre personne contre elle, hein, et contre ce qu'elle peut faire ou ce qu'elle ne peut pas arriver à faire, évidemment. Donc, il y a Mika qui se détache, et Daniel, disparaît. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est en plusieurs temps, c'est intéressant d'ailleurs, puisqu'on apprend après coup que Tony, donc le troisième pote, a engagé Daniel, mais à sa demande, sur un chantier très dangereux, où il doit descendre 600 mètres sous terre, etc. Et qu'un beau jour, il a disparu. On ne sait pas trop, est-ce qu'il en est mort, est-ce qu'il s'est retrouvé dans des labyrinthes. D'ailleurs, il y a ce jeu aussi structurel, hein, de ces couloirs, un peu quasiment des couloirs de la mort, ou des couloirs de l'errance, dans ces endroits où tu dois quand même être protégé, parce que tu as du nucléaire autour de toi, dans des sortes de bunkers. Et apparemment, Daniel s'y serait perdu, ou s'y serait évadé, ou s'y serait plus ou moins suicidé, ou il aurait eu une crise. En tout cas, voilà, impossible de le retrouver, et ça va durer des mois comme ça. Évidemment, tout le monde est persuadé, Mika, forcément, qu'il en est mort, et que apparemment il y a des corps qu'on ne retrouve jamais dans ces endroits. Alors pourquoi pas, j'en sais rien, malgré les caméras, malgré quand même qu'il y a des gens qui y travaillent, donc forcément on retombe sur les gens, enfin je ne sais pas, c'est un peu mystérieux là-dessus, mais j'ai pas cherché à trop comprendre. C'est un film, il faut aussi se détacher de tout réalisme, sinon ce n'est plus du cinéma. Enfin voilà. Et finalement, plus tard, alors je sais pas, arrivé au bout, je me suis posé la question, est-ce que c'était nécessaire d'avoir une réponse? Moi, j'aurais aimé que le film se termine sur le fait que, alors Mika retrouve la carpe là, la Moby Dick, et en devient un peu le héros local, c'est très très bien, il va de l'avant, il avance. L'autre a disparu, il a disparu. C'est comme ça. Le film aurait pu se conclure ainsi sur une non-réponse. Ça aurait pu être cruel, mais bon, c'est comme ça des fois. Sauf que non, apparemment, il reçoit une lettre 8 mois après, comme quoi Daniel est ailleurs, et il demande à Mika de ne pas le retrouver. Lettre fort poignante cependant, mais c'est comme ça, oui, l'amitié elle est finie, enfin ils peuvent plus, mais au moins il lui dit je suis là. Mais je ne suis plus là, c'est un peu ça. C'est le Daniel de Schrödinger, quoi, mais qui est à la fois vivant et mort, et un peu des deux, mais quand même vivant par rapport à cette lettre, mais mort par rapport au lien qui n'aura plus lieu avec Mika, bon bref.
Et bon, je sais pas, mais ça donne lieu quand même à un final remarquablement beau, un peu spirituel, cosmique, météore, tout ça, où Mika s'imagine Daniel, où le film imagine Daniel, quelque chose comme ça, un peu dans l'espace, dans le cosmos, dans un ailleurs. On peut même se poser la question si Mika ne rêve pas à ce moment de l'être, qui recevrait une lettre et tout, ou c'est complètement fou, parce que où serait passé Daniel, comment il aurait pu sortir pardon, de là, hors des caméras de surveillance et tout, bah, hein, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça met quand même de l'émotion en plus, mais est-ce que c'était vraiment, je sais pas, juste de finir ainsi? Peu importe, hein, j'ai quand même vraiment bien apprécié. Je ferme la zone spoiler là-dessus parce que j'ai un point aussi à finaliser dans cette petite bafouille de podcast, c'est la musique qui est très 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 bien gérée entre la BO un peu électro-cosmique, voilà, qui va très bien avec le côté spirituel de réflexion de vie, et les petits moments de rap qui m'ont touché dans l'idée que ça connecte aussi leur petit univers. Donc c'est un film d'univers, hein, d'où le côté météore. Ils sont là, à part, dans un monde qui ne les accepte pas vraiment. Et à un moment, quand ils s'entrechoquent dans d'autres univers, comme des météores qui s'entrechoquent sur des planètes, ça peut faire mal, mais ça peut créer autre chose aussi, vous savez. Hein. C'est comme ça que la vie s'est créée sur Terre, peut-être, hein, avec des chutes de météorites, hop et hop, protéines qui sont venues enrichir la vie et l'existence. Bon, quelque part, il y a un renouveau possible, peut-être, hein, que ce soit après une sorte de mort ou non, au-delà de la fatalité, de la maladie. En tout cas, c'est un film qui est très intelligent, c'est une belle œuvre, et alors, c'est pas exceptionnellement abouti sur des points que j'ai mentionnés dans la zone spoiler, mais c'est selon moi. En tout cas, Azougli Kircher, remarquable. Salif Cissé, dans ce qu'il propose, très bien aussi. Nous avons là 3 jeunes acteurs à suivre, et qu'on a déjà suivis avant, hein, mais qui risquent d'aller très très loin. Et peut-être que ce météore, avec le temps, fera plus de bruit, parce qu'au final, hein, il est passé assez inaperçu, hein, globalement, à part quelques personnes, donc notamment mon pote Hugo, là, qui m'en avait parlé, mais je n'avais pas pu le voir en salle. Voilà, qui est fait, qui est rattrapé. N'hésitez pas donc à dire en commentaire ce que vous avez pensé à l'époque de ce météore, désormais disponible en VOD, format physique, tout ce que vous voulez. Allez, je vous laisse taper sur votre petit clavier ou sur votre petit téléphone, ici, votre avis, votre ressenti, et je vous dis à la prochaine. Ciao!